Bonjour François Gerlotto. Nous allons parler des modèles. Les modèles sont présents partout. On parle de modèles économiques, on parle des modèles du GIEC sur le changement climatique, ou encore du modèle allemand, de modèles mathématiques. On dit qu'il faut avoir foi dans les modèles, puisqu'ils semblent, ces modèles, mener les réflexions dans le monde, alors qu'on n'en a qu'une image très floue. Il faut d'abord se demander, qu'est-ce qu'un modèle? Oui, merci Osman. Je crois qu'il faut d'abord comprendre que tout est modèle. Un modèle, par définition, c'est la représentation simplifiée de la réalité à partir de laquelle on peut l'appréhender. On pourrait prendre la citation de Paul Valéry, par exemple, qui dit ce qui est simple est faux, ce qui est complexe est inutilisable. Un modèle, c'est une utilisation possible des informations sur la réalité, à partir de quoi on peut peut-être pouvoir agir. La réalité complète est trop complexe pour être mesurée, en tout cas pour un objectif que l'on recherche, qui est de prévoir, par exemple, ce qui peut se passer dans l'avenir. C'est pour ça que être contre les modèles, par exemple, cette phrase qu'on entend souvent n'a aucun sens. Un modèle, ça n'est que la représentation la plus utilisable, fonctionnelle possible, disons, qui permet de travailler sur la réalité. Je vais vous donner un petit exemple pour montrer la généralité de ces modèles. C'est le délit de faciès. Alors, tout le monde connaît le délit de faciès. Et bien, le délit de faciès, c'est un individu, souvent dépositaire de l'autorité, qui applique un modèle de sa gueule, c'est-à-dire la représentation qu'il a, lui, de ce qu'est un délinquant à partir de sa tête, et à partir de là, il le catégorise, l'inconnu qui passe. Et donc, si l'inconnu qui passe a rempli les conditions de son modèle de sa gueule, eh bien, ce sera un délit de faciès, puisqu'il va l'arrêter, alors que rien n'implique que cet individu est un délinquant. Alors, pour la plupart, mais pas pour tous, hein, les modèles font appel à des formulations mathématiques. Ça permet des calculs simples, ça permet aussi d'extrapoler là où on n'a pas de données, ça permet de boucher les trous. L'autre série de modèles également très, très courante, c'est les modèles sur lesquels on applique des fonctions statistiques. Mais c'est les deux principaux. Alors, il y a plusieurs utilisations, plusieurs types de modèles en utilisation. Il y a d'abord les modèles descriptifs. Ceux-là, ils décrivent une réalité de façon simple et utilisable. Bon, un exemple complètement trivial, les hommes sont plus grands que les femmes. Bon, ça c'est une observation, mais maintenant si un marchand de vêtements, par exemple, veut prévoir quelle taille faire pour ses vêtements de femmes, il aura besoin d'une espèce de modèle qui lui dira que les femmes sont de telle à telle taille. C'est un modèle statistique dans ce cas-là. Il y a des modèles conceptuels, ça c'est un peu plus compliqué. C'est des modèles qui permettent de mettre au point une hypothèse scientifique et de mesurer sa vraisemblance. Un modèle, par exemple, qui a été assez discuté à l'ANA, c'était le modèle de la transition démographique. On s'est aperçu que les courbes classiques de croissance démographique ne représentaient plus la réalité, et les démographes ont construit un modèle de transition démographique dans lequel la situation d'équilibre de la population se rétablit spontanément après des moments de déséquilibre. Ça, c'est un concept. Il y a aussi des modèles de simulation. Alors ça, c'est un modèle qui permet de comprendre un phénomène souvent dynamique avec un nombre faible de variables explicatives. J'en ai fabriqué un moi-même dans mon métier qui était de simuler un banc de poissons. Le banc de poissons, c'est tout un tas d'animaux qui naviguent tous ensemble, qui nagent ensemble, qui réagissent ensemble. On s'est intéressé à savoir quels étaient les paramètres qui faisaient que tous ces poissons naviguaient ensemble. Et on a additionné au fur et à mesure, par exemple, une attraction entre les individus, une répulsion, une polarisation des poissons qui vont dans le même sens, etc. Jusqu'à ce que notre somme de données simule correctement la dynamique de votre poisson. C'est un modèle de simulation. Alors, il y a les plus courants, c'est les modèles mathématiques.
Souvent, c'est la formalisation des modèles précédents. On a conçu un modèle, on voit qu'il a l'air de s'appliquer, et on lui a établi une formulation mathématique. Et ils sont conçus pour représenter une réalité avec ces équations mathématiques, pour expliquer l'essentiel de cette réalité, sans la prendre dans sa totalité, et pour permettre de la comprendre. Les exemples les plus classiques de modèles mathématiques, c'est les modèles de météorologie, par exemple. C'est presque exclusivement des modèles de ce genre. Les modèles du GIEC appliqués sur le climat sont aussi des modèles mathématiques, c'est-à-dire que toutes les informations qu'on a sont rassemblées, on en tire une équation mathématique ou un modèle complexe, et c'est lui qui va nous permettre de comprendre, de travailler sur ce système. C'est là-dedans que les modèles économiques se situent, par exemple, pour l'essentiel. Et alors, il y a à la fin le modèle prédictif, qui est souvent la raison d'être des modèles, c'est-à-dire que je veux comprendre comment ça se passe, mais je veux surtout comprendre pour pouvoir prévoir ce qui va se passer une fois le phénomène observé est compris. Par exemple, alors la méthode est relativement permanente. On a une base de données sur, on va dire, 50 ans. On prend les 25 premières années, on calcule là-dessus un modèle, on fait une équation ou une série d'équations, et une fois qu'on l'a fait, on l'applique sur la deuxième moitié de notre base de données. Alors vous avez par exemple des données démographiques des années 50 à 2000, vous prenez de 50 à 75, vous construisez votre modèle, et vous regardez si de 75 à 2000, l'extrapolation que vous faites correspond à la réalité, puisque vous avez la réalité en main. Et si ça correspond, à ce moment-là, on se dit qu'il est suffisamment explicatif, et on l'utilisera pour la suite, là où les données n'ont pas été utilisées et manquent. C'est le principe du modèle prédictif. Alors, comment fabrique-t-on un modèle? Je l'ai un petit peu dit comme ça, mais c'est ça. C'est cette base de données, c'est une série de mesures qui sont réalisées sur une durée définie. Alors, par exemple, en météorologie, ça on a maintenant plus d'un siècle de mesures de température, de pression atmosphérique, de vitesse du vent, enfin toutes ces informations météorologiques qui existent et qui sont quotidiennes. Là-dessus, on regarde les courbes qu'on peut en tirer. Un exemple très simple, la température de l'année, il fait plus chaud en été qu'en hiver, c'est une courbe. Et cette courbe, elle se reproduit d'une année sur l'autre. Et on en tire du coup une courbe moyenne qui montre ces variations de température entre l'été et l'hiver. Et à partir de là, on comparera ensuite les évolutions qu'on voit des années suivantes à cette courbe moyenne. Et si cette courbe moyenne est assez costaud, on peut se dire que l'été prochain, il fera plus chaud que l'hiver prochain, par exemple. Voilà à quel point mon exemple est trivial, mais c'est ça la méthodologie qu'on applique pour construire un modèle. On a les données pendant un temps, on construit le modèle dessus, et ensuite on regarde sur les données suivantes si ce modèle fonctionne, et s'il fonctionne bien, il est prédictif, et on peut l'utiliser pour faire des prévisions à 1 an, 2 ans, à tout ce qu'on veut. Alors, quelle est la représentativité des modèles mathématiques? Je dirais que c'est la grande polémique. Les gens qui disent ces modèles sont faux, on ne croit pas aux modèles, ils n'expliquent rien, etc., se font souvent par une mauvaise utilisation, une mauvaise représentativité de ces modèles mathématiques. La représentation ne doit pas sortir du domaine sur lequel le modèle a établi une fonction mathématique. Or, ce n'est pas toujours le cas. Il est très tentant, et ça c'est presque partout, de donner au modèle une représentativité plus vaste que ce qu'il décrit, et même d'en faire un modèle absolu. Il y a plein, alors c'est typiquement le cas des modèles économiques, sur lesquels on a fait des équations, on a fait des théories, et après on a oublié que ces équations ne représentaient qu'une partie de la réalité, et qu'elles sont limitées, voire biaisées. Si on refuse de voir le reste, à ce moment-là, le modèle n'est plus représentatif. C'est vraiment la clé. Alors,
bon, il y a un exemple simple, c'est la croissance. La croissance est établie sur un modèle exponentiel, c'est-à-dire qui se double toute certaine durée, à un certain rythme. Et bien cette croissance est devenue un dogme. Or, on sait qu'un modèle exponentiel ne peut pas être extrapolé à l'infini, dans un monde fini. Mais on a oublié ça. Et donc, ayant oublié les limites de base qu'on avait mis à la création de ce modèle de croissance, et ben maintenant c'est devenu un dogme, c'est devenu quelque chose qu'on ne discute plus, et c'est devenu quelque chose de dangereux. Alors, quelle est la confiance que l'on peut accorder au modèle prédictif? Oui, c'est essentiel évidemment, parce que on le voit par exemple sur les critiques qui sont émises sur le modèle du GIEC. Si on ne peut pas accorder de confiance à un modèle prédictif, eh ben, on ne peut pas l'utiliser du tout. Alors, il y a plusieurs critères. Le premier, c'est la représentativité d'un modèle, on vient d'en parler. Hein, et c'est vrai que les critiques du GIEC, des modèles du GIEC, étaient fondées parce qu'on lui disait qu'il ne prenait pas en compte un nombre suffisant de paramètres pour pouvoir être réellement représentatif. Et c'est assez vrai, et on a tendance évidemment, pour corriger ça, à augmenter le nombre de paramètres. Mais on retombe sur ce que disait Valérie, plus un modèle intègre de paramètres, plus il est proche de la réalité, mais moins il est utilisable, moins il est interprétable. Parce que les paramètres, il y en a qui sont parfois contradictoires, ils sont extrêmement nombreux, ils se percutent les uns les autres. On ne peut pas tout mettre dans un modèle. Donc il faut arriver à un compromis qui soit à la fois utilisable et pas trop simpliste. La météo, alors là, c'est probablement la météorologie est probablement la science qui est le plus en avance sur les modèles parce qu'elle ne fonctionne que par modèle. C'est un très bon exemple. Il a fallu très longtemps pour qu'on ait une certaine confiance dans la représentation des prévisions météo, et la météo s'interdit de prévoir à plus de 4 ou 5 jours parce qu'elle sait très bien qu'à partir de là, ça ne marche plus. Le deuxième critère, c'est la qualité de l'information utilisée. Bon, je peux donner un exemple qui n'est pas tout à fait un modèle prédictif, mais c'est les sondages politiques. Eux, c'est plutôt des modèles descriptifs de la volonté des électeurs. Et alors, comme il y a eu un certain nombre d'erreurs, ils se sont compliqués. Ils ont intégré des sous-modèles. Bon, par exemple, comment les électeurs du Rassemblement national répondent-ils au sondage? On dit souvent qu'un électeur du RN tend à ne pas dire ce pourquoi il va voter. Donc on rajoute un paramètre de correction. Et puis on va rajouter d'autres, et puis encore, et à la fin, eh ben, ça devient une boîte noire dans laquelle on ne sait plus trop comment, quelle qualité donner à ces informations. Et alors il y a un autre phénomène, alors lui on n'y peut rien, c'est que nous vivons dans un système, la physique, le monde est par définition chaotique. Alors chaotique dans l'acception scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes imprévisibles qu'on peut parfaitement connaître, qu'on peut parfaitement définir, qu'on peut même modéliser, mais leur survenue, leur arrivée est imprévisible par définition. Et donc là, l'évolution d'un phénomène qu'on observe, ceux que j'ai cités, la démographie par exemple, ou la météo, sort du modèle. Parce qu'on a tout d'un coup un nouveau scénario qui est dû à un phénomène chaotique qui a tout renversé, tout changé dans le fonctionnement de notre système. Autrement dit, un bon modèle mathématique marche tant que le milieu est stable. Alors, par milieu, je veux dire l'environnement, la bourse, la météo, la santé, tout ce sur quoi on a besoin de faire des modèles. Tant que ce milieu est stable, il est prévisible. Mais on sait très bien qu'un jour, à un moment qu'on ne peut pas prévoir, il va y avoir un événement chaotique et qu'à ce moment-là, le modèle qu'on a ne représente plus le nouveau scénario qu'il va créer. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne peut rien. Donc, il faut toujours avoir en tête qu'un modèle, c'est toute chose égale par ailleurs. À partir du moment où on rentre dans un système différent, eh ben, on a beaucoup de mal. C'est un peu, pour donner un exemple, la crainte du GIEC. Si le GIEC nous dit ne pas dépasser 2 degrés,
C'est parce que jusqu'à 2 degrés, on est dans un environnement, là aussi, toutes choses égales par ailleurs. C'est un peu plus chaud, mais c'est pareil. Si ça dépasse, on va avoir un phénomène chaotique et on ne sait absolument pas qu'est-ce qui va se passer après. Voilà, c'est ça les principaux paramètres qui permettent d'avoir confiance dans le modèle.